Comme la plupart des parents de leur époque, ils avaient décidé que leur prochain enfant viendrait au monde grâce à ce qui était devenu la méthode naturelle. Les ovules qu'on vous a prélevés, Marie, ont été fécondés avec le sperme d'Antonio, votre mari. Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec 2 garçons sains et 2 filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies héréditaires. Il ne reste plus qu'à choisir le candidat le plus compatible. Tout d'abord, nous pouvons choisir le sexe. Y avez-vous réfléchi? Oh, nous voudrions que Vincent ait un petit frère, vous voyez, pour jouer avec lui. Bien sûr. Ça va, Vincent? Bien. Vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tels que calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, obésité, ce genre de Nous choses. ne voulons pas qu'il ait des maladies, certes, mais... Oui, nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard. Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible? Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Non, votre enfant n'a pas besoin de fardeau supplémentaire. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous. Simplement le meilleur de vous. Vous pourriez concevoir de façon naturelle 1 millier de fois et ne jamais atteindre un tel résultat. Bonjour à tous, ici Corsac pour Baguette et Musette. Nous allons aujourd'hui vous présenter un grand classique de la littérature de science-fiction, au même titre que 1984 de George Orwell. Il s'agit du Meilleur des mondes de l'écrivain britannique Aldous Huxley, un ouvrage prophétique paru en 1932 qui a aujourd'hui plus à voir avec notre monde moderne qu'avec une réalité parallèle. Nous vous présenterons brièvement les personnages principaux et le contexte dans lequel se déroule l'action, tout en veillant à ne pas vous dégoûter de l'envie de lire le livre. Ensuite, il s'agira de s'étaler un peu plus longuement sur les dérives sociétales, principalement énoncées dans cet ouvrage, qui ont beaucoup à voir avec celles que nous allons vivre prochainement, avec les failles qu'ouvre déjà la PMA et que va ouvrir la PMA pour toutes, mais également la GPA qui va en découdre naturellement, mais aussi avec les failles que nous vivons déjà au quotidien avec l'avortement, la décadence des mœurs, la surveillance de masse, la mondialisation, l'immigration, la globalisation, toutes ces choses-là. L'ouvrage d'Huxley est souvent cité pour tout ce qui concerne la bioéthique, et à raison, et nous allons voir pourquoi, mais on a tendance à le compléter de 1984 pour tout ce qui aurait attrait à la manipulation du langage, à la surveillance de masse, au conditionnement et à l'ingénierie sociale. Or, Le Meilleur des mondes, déjà antérieur au roman d'Orwell, puisque ce dernier a été publié en 1948 et Le Meilleur des mondes en 1932, n'a rien à envier à la dystopie orwellienne en termes d'ingénierie sociale et de conditionnement de l'être humain. En effet, si la différence est que dans l'ouvrage d'Huxley, la modification génétique prénatale fait des embryons des êtres déjà conditionnés et prédestinés, nous allons voir que le conditionnement, tout comme dans 1984, est aussi une pratique sociale qui s'exerce au quotidien. Bien, maintenant nous allons faire un bref descriptif du Meilleur des mondes et de l'intrigue pour que vous puissiez y voir un peu plus clair avant d'établir un parallèle avec notre monde moderne. L'histoire se déroule à Londres, dans une date que nous avons du mal à estimer, en l'an 632 de notre Ford. La naissance du modèle Ford T de l'industriel Henry Ford et l'établissement du capitalisme semblant être le nouvel an zéro de l'humanité postmoderne. Le monde semble alors globalisé à l'extrême, des voyages en fusée se font très rapidement entre les capitales du monde entier, et les noms des hommes n'ont plus la moindre cohérence ethnique ou culturelle. Ainsi, on entend des noms comme Mustapha Meunier, Bernard Marx, Helmholtz Watson ou Lenina Crone pour ceux qu'on entendra le plus au cours de l'ouvrage, dans ce nouveau Londres qui n'a plus grand-chose d'anglais. D'ailleurs, il y aurait, selon les descriptions, seulement 2000 noms de famille pour 2 milliards d'habitants environ, dans le monde civilisé tout du moins. Ce monde se divise en mégalopoles ultramodernes et technicisées, où les gens se déplacent constamment en hélicoptère, grandes prairies pour l'élevage en batterie, îles isolées sur lesquelles on place les personnes les moins aptes au conditionnement en société, mais aussi des réserves de sauvages. Selon la définition que donne le livre, une réserve à sauvages est un endroit que, étant donné les conditions climatiques ou géologiques peu favorables, il n'a pas valu la peine et la dépense de civiliser. À entendre ici la civilisation comme la naissance généralisée in vitro, où ovules et spermatozoïdes sont totalement instrumentalisés. Nous sommes donc aujourd'hui, actuellement nous en 2020, au premier jour du reste de cet avenir.
La population du monde civilisé est divisée en 5 castes, portant des noms de l'alphabet grec et des symboles mathématiques ou des adjectifs pour les classer au sein de ces castes. Ainsi, alpha, bêta, gamma, delta et epsilon divisent le monde. On leur attribue ainsi également des caractéristiques comme alpha+, ou alpha-, bêta+, bêta-, epsilon avorton, des choses comme cela pour pouvoir les classer au sein de leur propre caste. Chacune des castes est spécialisée et conditionnée physiquement et mentalement pour des tâches professionnelles. On injecte ainsi dès la fécondation in vitro des substances pour doper leur intelligence ou pour au contraire la rabaisser. Ainsi les epsilon- ou epsilon avorton travaillent dans les métiers à la chaîne en usine, les deltas font des tâches un peu moins ingrates, etc. jusqu'aux bêta et alpha+, qui sont les privilégiés de la société, beaux et jeunes tant qu'il se peut, et mieux lotis physiquement que les autres castes. Du fait du conditionnement, aucune caste ne se plaint, elles ont chacun un uniforme pour se différencier, outre le dimorphisme qu'il existe entre chacune d'entre elles, c'est-à-dire le physique. Le pilier de cette société est le soma, une drogue de synthèse étant présentée alors comme un simple médicament. Selon la dose, il rend plus heureux, il endort dans des rêves sensuels, et ainsi il rend heureux chaque caste, si bien qu'aucune d'elles ne s'insurge. La famille et la filiation ont disparu. Il n'existe ni mère, ni père. Ce sont des rôles vus comme obscènes. La famille a totalement été détruite et aseptisée. On ne naît plus, on est décanté en laboratoire et directement pris en charge par la société pour être prédestiné et divisé en castes dès la naissance. La vieillesse a également disparu. Par des compléments médicamenteux, on arrive à rester jeune toute sa vie, sans souffrir, mais fatalement, l'on meurt à 60 ans. La souffrance est également une sensation que l'on a réussi à faire disparaître grâce à tout un tas d'artifices médicamenteux. Depuis un événement ayant eu lieu on ne sait trop où dans le passé, appelé la guerre de 9 ans, l'histoire n'est plus enseignée. La religion a disparu. Les livres, autres que ceux qui expliquent comment gérer les centres d'incubation et de conditionnement, sont considérés comme pornographiques. Ainsi, la Bible, la poésie, les livres de culture, les romans sont tout bonnement interdits. On ne lit plus d'autres lectures que des choses techniciennes finalement. Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley est un livre qui se focalise de chapitre en chapitre sur différents personnages principaux. L'un d'entre eux s'appelle Bernard Marx. C'est un spécialiste en hypnopédie. L'hypnopédie est un processus qui, par répétition dans le sommeil, peut faire accepter à peu près n'importe quoi aux individus. Bernard Marx est un alpha+, au physique moins parfait que les autres, du fait d'une erreur, sûrement une injection d'alcool dans son flacon de naissance. Il est totalement misanthrope concernant ses semblables, mais du fait de son apparence physique un peu amoindrie par rapport à celle des autres alpha+, il est moins à l'aise avec les castes subalternes par son manque d'assurance et a plus de mal à les commander. Il ressemble en effet plus à un gamma moyen qu'à un alpha. Du fait de sa taille plus petite, il est aussi moins à l'aise avec les femmes, donc plus renfermé sur lui-même, et malgré lui dans un rapport de séduction peut-être plus respectueux que ceux qui sont admis dans sa société, c'est-à-dire copuler avec le plus de partenaires possible. La monogamie et le mariage étant vus comme des obscénités. C'est la laideur de ce personnage qui en fait finalement sa vertu malgré lui. Il aimerait néanmoins ressembler aux alpha+, les plus convoités, et à l'aise dans leur autorité. Il est ami avec un rédacteur de proverbes hypnopédiques, donc leurs deux métiers se complètent finalement, et du fait de cette complémentarité, ils sont finalement plus lucides sur le monde dans lequel ils vivent, mais également trop conditionnés pour faire quoi que ce soit. Au cours du récit, Bernard Marx emmène une bêta+, Lénila Crone, dans une réserve de sauvages à Indiens, au Nouveau-Mexique, dans l'espoir de la séduire. La confrontation de ces derniers à la vieillesse, à la naissance, à l'allaitement et au mariage, qui ont lieu normalement dans ces réserves à sauvages, va fortement les perturber. Mais ce qui va d'autant plus les perturber, c'est de tomber sur Linda, une femme autrefois civilisée qui s'est égarée, qui a été accueillie par ce peuple indien, et qui n'a jamais été réacceptée dans le monde civilisé, du fait qu'elle ait eu un enfant qu'elle avait conçu avec un directeur de centre d'incubation et de conditionnement. Donc, les centres où naissent les enfants dans des flacons. Faute de pouvoir avorter et de réussir les exercices malthusiens qui sont pratiqués par toutes les femmes dans la société moderne pour se stériliser au point de devenir neutre et de ne plus pouvoir avoir du tout d'enfant. L'étonnement va être total lorsqu'ils verront que cette femme a vieilli normalement comme tout humain et que finalement, sans médicaments, elle se retrouvait enlaidie, comme on peut dire que la vieillesse est un naufrage. Bernard Marx, qui est jugé comme déviant par sa hiérarchie du fait de son manque d'aisance dans la société, voit dans cette femme Linda, qui a selon lui vieilli anormalement, et dans son fils John, élevé à la sauvage,
une occasion de regagner des galons en les ramenant dans le Londres moderne comme maître de foire. John sait malgré tout lire et parler, il a des instincts naturels préservés, il a une religion, puisque le peuple qu'il a élevé a un mélange de christianisme et de totémisme, et il a surtout une culture née de la lecture d'un Shakespeare qu'il a trouvé, un livre qui n'avait pas été encore détruit, dans cette réserve à sauvages. Il a par conséquent un rapport aux femmes nettement différent que celui imposé par le monde moderne, où les rapports sexuels sont la norme sans rapport amoureux. Il a également un rapport à l'ascèse et à la douleur que personne ne connaît dans le meilleur des mondes. Ces personnages, une fois rentrés à Londres, vont bousculer la société. Cela changera à jamais la vie de chacun des personnages qui découvrent ou retrouvent les paradis artificiels de la société moderne. Ils connaîtront des succès, mais aussi des exclusions. Nous ne vous en dirons pas plus sur l'intrigue du roman afin de ne pas vous gâcher le plaisir de la lecture de ce livre de 320 pages que vous dévorerez, croyez-nous, très rapidement. Avant d'en venir à la partie la plus intéressante de cette émission, qui est, à notre sens, le parallélisme de ce monde avec le nôtre, qui, vous allez voir, ont bien plus de points communs que nous le pensons, nous vous proposons cette pause musicale avec un morceau de Paris Violence. Croyances les plus fortes, ouais, tous nos plus profonds symboles. Était-il que à nos idoles, déjà tombées, bientôt mortes? Celui de sa démesure, préparons sa propre agonie dont sa chute effrénée sur vache folle, OGM ou guerre bactériologique, de sourds les prolégomanes d'une mort apocalyptique. Toutes nos croyances les plus fortes, ouais, tous nos plus profonds symboles. N'était-il que à nos idoles, déjà tombée, bientôt morte? Symptômes infaillibles des grands déclins continentaux, les masses devenues insensibles, les arts devenus commerciaux, sous cette noyade culturelle, soit esthétique, de l'insipide, pénal autant que superficiel, mais à l'attrait du sordide. Toutes nos croyances les plus fortes, et tous nos plus profonds symboles. N'était-il que à nos idoles, déjà tombées, bientôt
glace. Nous entrons dans l'âge de glace. Oui, nous entrons dans l'âge de glace. Nous entrons dans l'âge de glace. Oui, nous entrons dans l'âge de glace. Nous entrons dans l'âge de glace. Nous voici de retour dans cette seconde partie d'émission. Tout d'abord, pour établir le parallélisme entre le meilleur des mondes d'Aldous Huxley et notre monde, nous pouvons voir que le fondement du meilleur des mondes, de cette société du bien-être vidée de toute vertu et de toute transcendance, est né de choses que nous vivons actuellement, comme la destruction de la famille par exemple. Vous savez, cette famille à laquelle on s'en prend aujourd'hui si farouchement en ayant fait la promotion du divorce, puis de l'avortement, et aujourd'hui en niant le besoin d'avoir un père avec la PMA pour toutes, puis plus tard le besoin de mère par la GPA, cette famille à laquelle on veut faire perdre toute notion de filiation. Vous savez, cette famille à laquelle on s'en prend en la fabulant toujours de termes techniques, famille nucléaire hétéroparentale, pour dire qu'il existe d'autres structures possibles, en sortant toujours des exemples de tribus à mille lieues de notre civilisation, avec des coutumes familiales farfelues et endémiques, ou alors en allant chercher toujours plus loin dans le passé, des sociétés où les structures familiales pouvaient être parfois autres, sans prendre en compte que la famille telle qu'elle doit être, n'en déplaise au relativisme, est restée la même en Occident pendant des siècles. Cette même famille où, particulièrement aujourd'hui, on réduit le père à un bourreau pour sa femme et ses enfants, que l'on pourrait bien remplacer par une autre femme finalement, ou par un référent masculin. La famille devient une administration, avec des postes, le référent masculin. Si la destruction de la famille tente de se réaliser de nos jours, elle est totalement aboutie dans la société décrite par Huxley. Ainsi peut-on lire dans la bouche d'un administrateur mondial de l'Occident s'adressant à des futurs employés. « Essayez de vous rendre compte, dit-il, et sa voix leur causa un frémissement étrange dans la région du diaphragme. Essayez de vous rendre compte de ce que c'était que d'avoir une mère vivipare. » De nouveau ce mot ordurier. Mais aucun d'eux ne songea cette fois à sourire. Essayez de vous imaginer ce que signifiait vivre dans sa famille. Ils essayèrent, mais manifestement sans le moindre succès. Et savez-vous ce qu'était un foyer? Ils secouèrent la tête. Le foyer, la maison, quelques pièces exiguës dans lesquelles habitaient, tassés à s'y étouffer, un homme, une femme, périodiquement grosses, une marmaille, garçons et filles de tout âge. Pas d'air, pas d'espace, une prison insuffisamment stérilisée, l'obscurité, la maladie et les odeurs. L'évocation présentée par l'administrateur était si vivante que l'un des jeunes gens, plus sensible que les autres, fut pris de pâleur rien qu'à la description, et fut sur le point d'avoir la nausée. Et le foyer était aussi malpropre psychiquement que physiquement. Psychiquement, c'était un terrier à lapins, une fosse à purin, échauffé par les frottements de la vie qui s'y entassaient, et tout fumant des émotions qui s'y exhalaient. Quelles intimités suffocantes, quelles relations dangereuses, insensées, obscènes, entre les membres du groupe familial. Pareille à une folle furieuse, la mère couvait ses enfants. Elle les couvait, comme une chatte, ses petits. Mais comme une chatte qui parle, une chatte qui sait dire et redire maintes et maintes fois « Mon bébé, mon bébé, mon bébé !» Et puis « Oh, oh, sur mon sein les petites mains !» Cette faim et ce plaisir indéciblement douloureux, jusqu'à ce qu'enfin mon bébé s'endorme, que mon bébé s'endorme, une bulle de lait blanc au coin de sa bouche. Mon petit dort. Oui, dit Mustapha Monnier, hochant la tête. C'est à juste titre que vous pouvez frémir. Le monde était plein de pères, et était par conséquent plein de misère, plein de mères, et par conséquent de toute espèce de perversion, depuis le sadisme jusqu'à la chasteté, plein de frères, de sœurs, d'oncles, de tantes, plein de folie et de suicides. Et pourtant, chez les sauvages de Samoa, dans certaines îles de la côte de Nouvelle-Guinée, le soleil tropical enveloppait comme de miel tiède les corps nus d'enfants, s'ébattant en commun parmi les fleurs d'hibiscus. Le foyer, c'était n'importe laquelle des 20 maisons aux toits de palme. Dans les îles trop brillants, la conception était l'œuvre des esprits ancestraux. Personne n'avait jamais entendu parler d'un père. Les extrêmes, dit l'administrateur, se touchent, pour l'excellente raison qu'on les a amenés à se toucher. C'est ainsi que l'on retrouve ici l'exemple précédemment évoqué des gens qui parlent constamment d'autres tribus, d'autres cultures ou d'autres structures familiales étaient possibles, en sachant très bien que ces dernières étaient minoritaires et loin d'être forcément l'idéal. Une autre chose prophétique qu'a pu prophétiser Huxley, c'est l'oubli pur et simple de l'histoire, du passé. On a aboli l'histoire à la suite de la guerre de 9 ans, un événement qu'on a du mal à concevoir. On a aboli la notion d'héritage et d'appartenance pour vivre uniquement dans son bien-être actuel, sans se soucier de devoirs et de sacrifices,
pour ce qu'auraient pu réaliser les anciens. Les livres comme la poésie et la Bible sont interdits et décrits comme corrupteurs et pornographiques. Une situation qui fait encore écho à notre actualité, où toute référence supérieure est vue comme archaïque ou péjorativement moralisatrice au nom du relativisme, et où l'histoire est orientée dans le sens où des minorités qui auraient été unilatéralement persécutées en seraient toujours les acteurs au dépit de la notion de peuple, considérée comme un repli nationaliste. Le monde d'Huxley est le monde de la novlangue, es-tu prêt à penser? Du slogan. On inculque cela par hypnopédie dans le sommeil, via des oreillers confectionnés à cet usage. Notre monde a aussi les siens. Nous n'avons pas les oreillers hypnopédiques, mais nous avons les médias pour nous bourrer le crâne à longueur de journée de phrases toutes faites, avec différents néologismes à base de déséquilibrés, de pas d'amalgame, de phobie toujours plus poussée, d'ultra-droite, de réductio ad Hitlerum, de quartier populaire, de féminicide et de racisme. Par cette répétition à outrance, les personnes sont totalement conditionnées et sortent constamment des vérités infaillibles. Nous vous avons fait un petit florilège des vérités hypnopédiques qui sont énoncées dans le meilleur des mondes et qui, sur certains aspects, peuvent nous rappeler les nôtres. On commence. La civilisation, c'est la stérilisation. Le progrès est une chose délicieuse. Ne remettez jamais à demain le plaisir que vous pouvez prendre aujourd'hui. Dès que l'individu ressent, la communauté est un sol glissant. Tout le monde est heureux à présent. En voici quelques autres à propos du soma, cette drogue présentée comme un médicament au malheur. 1 gramme à temps vous rend content. Avec 1 centicube, guérit 10 sentiments. 1 gramme vaut toujours mieux que le zut qu'on clame. 1 gramme vaut mieux qu'un mal qu'on clame. Comme j'aime voler en avion et avoir des vêtements neufs. Chacun appartient à tous les autres. Les vieux habits sont affreux. Nous jetons toujours les vieux habits. Mieux vaut finir qu'entretenir. Plus l'on reprise, moins l'on se grise. 1 médecin par jour, foin du mal d'alentour. La douleur est une illusion. Voilà pour ce petit listage non exhaustif que nous vous laissons découvrir au cours de votre lecture, mais comme vous pouvez le voir, qui a tout à voir avec nos slogans d'actuels chevaliers de la bien-pensance, non à la haine et autres consorts. Pour rendre encore plus aisé le conditionnement, il existe un tas d'autres stimuli. Il ne s'agit plus de régner sur la population par l'exercice d'une répression et d'une violence légitime, comme la police et l'armée, mais par l'exercice d'une sédation ou d'une excitation légitime. Ainsi, on peut lire cette stratégie dans la bouche du même directeur de l'administration mondiale d'Occident, qui explique qu'on dirige mieux les masses avec le cerveau et les fesses qu'avec la violence. Cela peut nous rappeler une citation d'Alexandre Solzhenitsyn qu'on a évoquée dans une vidéo, qui disait que l'on contrôlait mieux un peuple avec de la pornographie qu'avec des miradors. En effet, le directeur de l'administration mondiale d'Occident nous explique qu'au moment où tout se jouait pour imposer cette société de capitalisme, d'ultraconsommation et de bien-être, qu'il avait été moins efficace sur le long terme de tirer régulièrement sur les acteurs de la décroissance que de faire de la stimulation de masse sur les populations, par l'hypnopédie, par la stimulation électrique sur les enfants pour provoquer l'aversion de certaines choses, que cela avait été moins efficace que la promotion d'une sexualité incontrôlée commençant dès l'enfance, que la destruction des livres et de la religion, que la distribution de médicaments ou de stupéfiants en masse pour tuer la vieillesse et la tristesse, ou que la promotion des loisirs impliquant la consommation. Au cours de la lecture, on s'aperçoit rapidement des conséquences de ce conditionnement sur la nature des hommes et des femmes, ces conséquences qui ne sont pas pointées du doigt du fait d'être persuadées d'être dans le meilleur des mondes. Par exemple, les femmes, pour ne pas se sentir en manque du fait de leur instinct maternel, prennent des cachets pour simuler finalement les sensations que l'on pourrait avoir pendant une grossesse, les sensations que l'on pourrait avoir pendant une passion amoureuse, pour ne pas regretter la passion amoureuse qu'elles auraient pu connaître dans un monde normal. Mais ces cachets, elles les prennent comme quelque chose d'habituel et ne se posent même plus la question du pourquoi et du comment. Dans ce monde où on recherche absolument le plaisir, le bien-être, la sensation, la copulation est pratiquée sans limite, les femmes portent des ceintures cartouchières remplies de préservatifs qui sont acceptés comme des accessoires de mode conventionnels. Les adjectifs sont devenus matérialistes à l'extrême, par exemple, les hommes désignent les femmes attirantes comme pneumatiques du fait de leur forme. D'autres descriptions dans le livre parlent d'elles-mêmes. On a par exemple tué la culture avec des projections au cinéma qui ont des scénarios totalement simplistes et bestiales,
où les spectateurs ressentent les émotions ressenties par les acteurs en touchant des boutons métalliques. On a également sexualisé à outrance la musique. Les musiciens sont devenus des sexophonistes qui imitent des bruits de débats sexuels dans leurs chansons. Le capitalisme s'est finalement emparé de toutes les sphères de la société, jusqu'à des choses très simples comme un jeu de passe de ballon où il devient impensable de jouer sans des installations sophistiquées et manufacturées pour se passer la balle. On peut voir qu'il est devenu nécessaire de passer par la consommation pour faire quoi que ce soit. Après cette énumération, cette description, il n'est pas très difficile de faire un parallélisme avec notre monde moderne, hyper médicalisé, où on ne tolère plus la souffrance, et où par exemple la consommation toujours croissante d'antidépresseurs témoigne d'un vide et d'une souffrance causée par ce monde qui n'a plus de sens. On peut aussi trouver un parallélisme avec la libéralisation à outrance des mœurs et par la diffusion massive de pornographie qui libère les frustrations de beaucoup de personnes qui rentrent du travail et qui sapent aussi la famille de l'intérieur. Quant à la lutte contre la vieillesse, elle est omniprésente dans notre monde, et si elle a disparu dans le monde de Aldous Huxley, on tend à la faire disparaître dans le nôtre également. A l'inverse du livre d'Huxley, on a tendance à cacher la mort dans des EHPAD aseptisés pour l'oublier, alors que chez Aldous Huxley, elle est cachée d'une toute autre manière. On y emmène des enfants de très jeune âge à qui l'on donne des bonbons et des jouets devant les mourants, pour les conditionner au fait que la mort n'est rien. Du fait de ce conditionnement, on ne visite plus personne de mourant puisque la mort ne signifie plus rien. Tout comme la Révolution française voulait le faire, la religion a été naturellement une des premières choses à détruire dans le meilleur des mondes. On a coupé ainsi le haut de toutes les croix du monde pour en faire des T en l'honneur de Ford et du capitalisme. Vous l'aurez bien compris, du modèle Ford T pour la voiture. Ainsi, on ne fait plus des signes de croix, mais des signes de T dans le meilleur des mondes. On a érigé l'homme et son présent en religion, et comme le besoin de cérémonie se faisait sentir, on a créé les offices de solidarité, sorte d'antimesse où l'on communie avec du soma, donc ce médicament extasiant, cette drogue finalement, en priant le dieu Ford, et où l'on conclut sur des rapports sexuels avec un voisin que l'on ne connaît généralement qu'à peine. Dans ce livre d'Huxley, on décrit le christianisme comme un crime pour le meilleur des mondes, par sa philosophie, son éthique de la sous-consommation, et finalement, on affirme qu'on l'a remplacé par le soma, et par ses offices qui le parodient, puisque les hommes n'ont désormais plus besoin de faire des efforts pour supporter les autres. Le soma suffit. Huxley parvient admirablement à nous montrer la vertu de la religion dans ces quelques lignes, à travers la figure du sauvage notamment, qui bien que croyant en une vérité partielle, du fait de son christianisme mélangé à des rites indiens du Nouveau-Mexique, parvient à ordonner le cosmos et à hiérarchiser le bien et le mal, le beau et le vrai. Ce sauvage nous donne aussi la notion du vrai et du beau dans son approche de la littérature, une littérature qui était interdite et qu'il a réussi à lire en lisant Roméo et Juliette et en reprenant certains des vers par exemple pour essayer de séduire une femme qui tout de suite va se donner à lui naturellement puisqu'elle a été conditionnée pour, bien qu'il la repousse. Il nous montre ainsi les valeurs de l'amour courtois et du dépassement pour une belle à qui l'on se consacre. Il y aurait tant à dire sur ce livre, chaque page est si riche en prophéties et en avertissements, mais faute de pouvoir tout vous dire, nous conclurons sur cette magnifique tirade de John, donc le sauvage dont nous parlons, à un administrateur mondial du meilleur des mondes. Mais je ne veux pas du confort, je veux Dieu, je veux de la poésie, je veux du danger véritable, je veux de la liberté, je veux de la bonté, je veux du péché. Cette phrase montrant que la liberté que nous donne Dieu dans son amour face à l'instabilité du bien et du mal est la source de toute vérité, de toute beauté, à condition de faire les bons choix, et de vie vraiment vécue. C'était Corsac pour Baguette et Musette, lisez le meilleur des mondes.